Voilà, donc je vous présente ce soir un projet qui débute. Hein. On est à la fin de la première campagne de chantier. Là, ça fait 7 mois que je suis donc au milieu du bois de Finge. Là, on a un peu ralenti le chantier parce qu'il y a 20 cm de neige par-dessus. Donc voilà, je suis content d'être là, finalement. Et puis ce chantier qui débute cette année, sans doute, j'espère qu'il est intéressant de le présenter ici, puisqu'en effet, il va refléter assez bien, il me semble, une partie des problématiques environnementales qui ont été évoquées déjà à plusieurs reprises ce matin ou cet après-midi. Alors c'est un chantier qui est beaucoup lié vraiment aux thématiques d'archéologie du paysage, d'archéologie rurale, dans un secteur montagneux, dans une réserve naturelle, comme ça a été dit pendant l'introduction. Et en fait, l'ensemble du chantier est finalement à la fois contraint, justifié et va traiter de questions environnementales, qui sont aujourd'hui des préoccupations actuelles, mais qui évidemment étaient déjà des préoccupations pour les sociétés anciennes. Donc le cadre de l'étude, on se situe dans la haute vallée du Rhône, dans le canton du Valais, c'est le sud de la Suisse. On est à vol d'oiseau assez proche de la Savoie française ou des Alpes italiennes, du Val d'Aoste. Et pour tout dire, on est dans un paysage un peu plus vallonné qu'ici, avec des altitudes qui vont de 500 à plus de 4000 mètres d'altitude. Un paysage qui est donc très contraignant pour l'homme ancien, pour les aménageurs actuels, pour les archéologues. Et puis donc on se situe plus particulièrement dans le fond de cette haute vallée du Rhône. Donc on est dans la plaine du Rhône, le fond de vallée, un secteur boisé, donc le bois de Finge, une des réserves naturelles suisses. Ce secteur est actuellement impacté par la construction du plus ou moins dernier tronçon d'autoroute suisse qui reste à construire. Donc c'est un tronçon de l'A9 que vous voyez en rouge, donc, qui traverse le sud-ouest de la Suisse, depuis le Jura jusqu'au col du Simplon. Donc ça dessert les grands axes de traversée des Alpes vers l'Italie, le Simplon, le Grand Saint-Bernard. Et dans la partie haute du Valais, ce tronçon d'autoroute est en chantier en fait depuis 50 ans, parce qu'il a rencontré diverses difficultés techniques, politiques et autres. Et il a donc été accompagné d'une évolution des normes environnementales, d'une évolution des travaux archéologiques, et il est actuellement dans une phase terminale, souhaitons-le, mais donc une phase de fouille actuellement sur 4 ans. Une des contraintes ici, c'est qu'on est dans un fond de vallée assez étroit, avec le cours du Rhône qui passe, peut être assez capricieux et qui n'est pas endigué dans cette partie, des réserves naturelles, des pentes très fortes, donc il y a assez peu de choix finalement pour placer le tracé de l'autoroute. Et puis, puis il y a des gens qui habitent aussi, évidemment. Il y a assez peu de choix pour placer le tracé de l'autoroute, mais aussi pour placer les infrastructures liées à la construction elle-même. Ce qui fait que le projet actuel donc, de fouille 2024-2027, il comprend l'étude archéologique de 3 sites. Le rocher du Mörderstein, qui est un abri, principalement c'est un abri sous roche pré- et protohistorique. Le terroir de Fingut, donc occupé pendant l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et le terroir de Soesten, avec des vestiges des mêmes périodes. Une première interrogation peut venir en voyant cette image, c'est la question que posent également les visiteurs souvent du chantier. C'est un chantier autoroutier, c'est plutôt une structure linéaire en général, et là on voit qu'on décape des surfaces de 10-20 hectares sur le bord de l'autoroute. Et en effet, ces grandes zones bleues, en fait, les fouilles archéologiques, elles ne sont pas liées à la construction de l'autoroute elle-même, mais elles sont liées à la gestion environnementale de la construction de l'autoroute. Le tracé de l'autoroute lui-même, il a été fouillé il y a déjà quelques années, dans les années 2000. Il a fait l'objet déjà de plusieurs opérations archéologiques. En revanche, comme il s'agit d'impacter le moins possible ces paysages de montagne ou de fond de vallée de la réserve naturelle du bois de Finge, l'ensemble du tracé autoroutier sur ce tronçon va être enterré, soit en tranchée couverte, soit en tunnel, ce qui nécessite de déplacer beaucoup de matériaux, d'excaver, d'amener des ciments, etc. Et donc, en fait, ce qui va être fouillé, ce sont les places de stockage pour ces matériaux. Et là où c'est un petit peu absurde, finalement, de prime abord, on va décaper des dizaines d'hectares pour préserver les paysages, mais c'est puisqu'il va y avoir une restauration de ces paysages après chantier, ce qui suppose de mettre à part les horizons de sol supérieurs qui profitent à la végétation, et ce qui suppose de fouiller également ces horizons de sol, donc avant démontage puis remontage de ces milieux naturels. Alors, pas de chance aussi pour les aménageurs, parce qu'en plus de cette contrainte écologique, il y a une contrainte archéologique assez forte.
puisque alors, notamment le site archéologique de Pfingout, le petit numéro 1 sur la carte, enfin, les différents sites sont dans le même contexte, tout ça se situe sur les rebords d'un cône torrentiel, donc on est en pied de versant dans les parties les plus plissées des Alpes, et on a le torrent de l'île Graben qui déverse des sédiments encore aujourd'hui chaque année, et donc qui a divagué vers l'ouest ou vers l'est au fil des siècles, et qui a périodiquement recouvert par des sédiments plus ou moins fins, des sols et finalement des paysages. Il a fossilisé régulièrement les paysages du fond de la vallée en amenant des colluvions ou des laves torrentielles. Donc il y a une très forte épaisseur de sédiments, puisque la montagne derrière est très fragile, et finalement elle a été démontée par le torrent qui l'a amenée dans la vallée, en recouvrant les aménagements humains à période régulière, et donc un très fort potentiel archéologique sur tout ce secteur. C'est ce qu'on peut voir ici avec deux stratigraphies des fouilles de 2004-2007 et puis de 2022. On a une succession à chaque fois sur l'ensemble du site de niveaux plus brun noir, plus organiques, donc, qui sont d'anciens sols, d'anciens niveaux où il y a des développements de végétation, et des niveaux plus blancs, plus silteux ou sableux, qui sont là plutôt des colluvions amenés par les précipitations, par le torrent ou par l'irrigation. Et finalement, à travers les coupes que vous voyez derrière moi, on va retrouver la trace de différents paysages conservés sur plusieurs hectares par ces coulées torrentielles, globalement depuis le second âge du fer jusqu'à l'époque contemporaine. La dernière couche, c'est des terrassements liés à une volonté d'autonomie alimentaire de la Suisse pendant que les pays voisins se faisaient plus ou moins la guerre. Ces couches archéologiques ont déjà fait l'objet de différents sondages. Ça fait 50 ans que l'autoroute est en construction, donc il y a eu des sondages dans ce secteur dès les années 2000. Une fouille étendue menée par Olivier Pacola en 2004-2007, qui a déjà fait l'objet d'une publication de détail, des fouilles il y a 2 ans, et une campagne de sondage dans toute la Clairière en 2017. Cette clairière va être aujourd'hui entièrement, ou d'ailleurs elle l'a été en grande partie cet été, va être décapée au cours des 3 années qui viennent pour accueillir ces stockages de matériaux. Donc on a un chantier finalement assez complexe sur cette clairière d'une vingtaine d'hectares, qui est justement à la fois justifié et contraint par ces problématiques environnementales. Donc vous avez ici un des plans produits par le bureau d'ingénieurs civils PRA Ingénieurs qui a conçu ces décapages et ces stockages de terre. Donc en orange, c'est globalement toute la surface sur laquelle le substrat est décapé. On décape jusqu'au substrat pierreux qui ne craint rien et sur lequel vont être stockés des tas de 10 à 15 mètres de hauteur de rochers, de sable, de sédiments extraits de la construction, lors de la construction du tunnel. Donc, on peut poser ces matériaux sur le sédiment du fond qui ne craint rien. En revanche, les niveaux de sol supérieurs, définis par un bureau d'experts en pédologie, des horizons A et B, les sédiments fins et l'humus, eux, sont entièrement décapés, démontés, pour être stockés sur les bords de la clairière, stockés en tas pas trop haut pour ne pas être endommagés. Les engins de chantier ne roulent pas dessus non plus. Et ils restent en bon état, en tout cas on l'espère, pour être remis en place dans 15 ans, selon les relevés de topographie qui ont été faits avant de tout commencer à démonter au printemps. Donc la démarche archéologique, finalement, elle bénéficie de cette contrainte environnementale, puisqu'il n'y aurait pas eu un chantier si grand s'il n'y avait pas eu cette volonté de restaurer la prairie après construction de l'autoroute, mais elle est également évidemment contrainte par ces problématiques, puisque les archéologues eux-mêmes doivent s'adapter à toutes les modalités de préservation des sédiments fins et de l'humus qui ont été édictées par ailleurs par les experts en écologie et en pédologie. Ce qui fait qu'on a, donc depuis avril dernier, procédé à un décapage par grandes bandes, avec des engins de chantier de 30 à 60 tonnes qui vont rouler uniquement sur des pistes de chantier excavées au préalable ou sur des pistes démontables, ces bandes roses que vous voyez dans la zone en herbe, qui sont constituées de plaques de plastique renforcées qui permettent d'éviter le tassement, d'éviter de créer des ornières sous les engins de chantier. Donc c'est les plans que vous voyez à l'écran, définis par ce même bureau d'ingénieurs, et l'ensemble des sols qui ont une valeur finalement pour la végétation, valeur agricole ou valeur écosystémique, qui sont entreposés en grands tas pyramidaux sur le bord des zones décapées. Ce qui fait qu'évidemment, la zone où il faut entreposer les tas, il a fallu qu'on la libère en premier pour pouvoir poser les tas. Donc ça a également entraîné toute l'adaptation des stratégies archéologiques et de nos calendriers.
Pour faire face à ces démarches, finalement, qui étaient assez nouvelles pour tout le monde, parce que l'équipe d'archéologues n'était pas habituée à travailler comme ça, l'équipe de terrassement non plus, le pédologue n'avait pas non plus l'habitude de travailler avec les archéologues, donc c'était une découverte mutuelle qui finalement s'est bien passée, on peut le dire maintenant. Pour faire face à tout ça, on a donc déjà procédé à des prospections préparatoires pour anticiper au maximum le risque archéologique dans les différents secteurs. Alors notamment prospection géophysique, électrique et magnétique, réalisée par la société Géocarta de Paris, qui a permis de repérer un certain nombre de structures en dur ou en creux présentes dans le sous-sol. Et puis prospection au détecteur par l'association Westigatio du canton de Vaud, alors c'est pas des inconnus du tout, hein, ils travaillent de longue date avec différents services cantonaux, des gens très intégrés dans la recherche archéologique. Prospection détecteur avec pointage systématique au GPS, pour éviter que des objets partent au décapage ensuite, et puis aussi parce qu'on a sur ce site une problématique spécifique liée à une bataille napoléonienne à toute fin du XVIIIe siècle qui a laissé pas mal de mobilier métallique dans les horizons supérieurs de sol. Et puis ensuite, depuis le 20 avril, décapage de 10 hectares cette année, suivant donc alors, c'était un compromis permanent finalement entre les plans réalisés au départ par les ingénieurs, entre les prescriptions du pédologue qui passait régulièrement sur le chantier puis qui a su faire preuve aussi pas seulement de pédologie mais de pédagogie, et puis les archéologues qui ont trouvé des bâtiments à certains endroits. Puis comme d'habitude, on a trouvé des bâtiments là où il n'y en avait aucun d'attendu, et puis on n'a pas trouvé de bâtiments là où il y avait la zone de forte densité archéologique. Donc tout le monde s'est adapté à ces différents impératifs pour finalement aboutir à l'état de novembre sur la dernière photo. On sent qu'il fait plus froid sur la dernière photo d'ailleurs, un peu bleuté. Donc pour présenter brièvement les résultats et la chronologie du site, ce décapage a permis de découvrir, notamment tout au fond, entre 1,50 m, 2 mètres de profondeur, des premiers sols avec développement de végétation qui sont datés entre le second âge du fer et le Haut-Empire. Ces premiers paléosols, ils sont notamment traversés, recoupés par une voie romaine construite sur une armature de poutre qui est érigée dans les dernières décennies avant Jésus-Christ et qui est sans doute liée à la pacification des Alpes par l'armée romaine. Cette route et ces sols, ils fonctionnent globalement jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. On retrouve ensuite une phase de colluvionnement plus intense avec la constitution de sols visiblement plus humides qui sont périodiquement recouverts par les sédiments du torrent. Ça nous donne un certain nombre de traces assez intéressantes, notamment des sols très noirs avec des réseaux racinaires qui ressembleraient peut-être à des roselières ou des prairies humides, prairies qui sont entretenues visiblement par des brûlages périodiques. On a beaucoup de charbon, de petits foyers, et l'élément intéressant qui marche très bien lors des visites avec le grand public, c'est qu'on a des traces d'animaux d'il y a 1500 ans. Et on voit encore la forme des sabots, des chevaux, des vaches, des chèvres, etc., voire peut-être une trace ou deux humaine. En effet, donc on devait être sur un terrain boueux qui a été recouvert périodiquement par ces sédiments torrentiels, et ça a fossilisé des piétinements de bétail dans certains secteurs de ces prairies humides. Tout ça ensuite est recouvert autour d'un gros Moyen-Âge central par des traces de labour. Alors ça marche assez bien avec les problématiques générales en Europe de mise en culture de nouveaux espaces et autres. En tout cas ici, on a en effet sur une grande partie des parcelles fouillées des traces de labour. À nouveau, les sols ont été labourés, il y a eu développement de matière organique et tout ça a été fossilisé, recouvert par des apports torrentiels, qui fait qu'on retrouve les sillons de charrues et voire les limites de parcelles entre différents champs avec des datations carbone 14, donc autour des 9e, 12e siècles. Dans le même temps, se met en place un système de terrasses qui doit visiblement servir avec des murs en pierre sèche qui retiennent ces sols agricoles. Dernière étape de développement de ce paysage, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, on a visiblement un changement d'hydrographie qui peut être lié à des variations climatiques, le petit âge glaciaire notamment, qui est bien connu dans cette partie des Alpes, avec beaucoup d'études glaciologiques ou dendrochronologiques, mais aussi à des changements économiques avec plutôt, on se tourne vers l'élevage plutôt que vers l'agriculture, et on a sur l'ensemble du terrain la mise en place d'un système de prairies irriguées par des canaux, ce qu'on appelle des bis dans le Valais, on retrouve des équivalents dans d'autres parties des Alpes, qui vont se démarquer en très clair lors des décapages archéologiques et qui ont un remplissage très beau, feuilleté, qui est entretenu année après année. Et donc on a des recreusements périodiques avec un épandage de sédiments vers l'aval au fur et à mesure de l'irrigation.
Au milieu de ce paysage de prairies irriguées, on a quelques bâtiments. Alors on n'a pas fouillé que des champs, on a aussi des vraies structures construites. Donc depuis les fouilles de 2004, une dizaine de bâtiments, bâtiments ruraux dispersés en petits hameaux, ce qui est aussi caractéristique de cette partie des Alpes, avec à la fois des grosses fermes à plusieurs pièces, des petits bâtiments annexes qui accueillent les animaux et les récoltes, de type grenier, grange écurie, ou bâtiments annexes indéterminés. Et tout ça, sans doute, alors on a des petites élévations semi-enterrées qui sont sans doute des bases pour une élévation en poutres entrecroisées, donc le modèle finalement traditionnel du chalet suisse qu'on connaît un peu partout. Donc un exemple ici, enfin deux exemples, deux bâtiments fouillés il y a 2 ans, une grande ferme avec les pavages et les rigoles d'écurie, occupée entre le 15e et le 18e siècle, des parties d'habitation avec sol en plancher, alors tout ça a brûlé en plus, donc ça a certain intérêt pour la restitution des plantes qui étaient présentes dans le bâtiment, et puis un autre bâtiment annexe daté du 17e, 18e siècle, une petite grange carrée avec des aménagements pour les animaux à la base et sans doute une partie haute en bois où on abritait le fourrage, le foin. Bâtiment fouillé cette année, de nouveau, une ferme isolée avec son annexe, construite pas très droite, a priori à la fin du Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant avec ces contextes de recouvrement sédimentaire très importants, à côté du bâtiment, on a un enclos avec un mur en pierre sèche et des fosses de plantation. Peut-être, alors il y a plusieurs spécialistes qui sont passés, on a parlé de vignes ou d'asperges ou autres, fosses de plantation en tout cas, donc qui ont été à nouveau recouverts par des sédiments et qui là sont datés des 13e, 14e siècles par carbone 14. Et puis dernier élément chronologique, je vous ai parlé d'une bataille. Au-dessus de tout ça, à peu près dans l'humus finalement, d'où une surveillance nécessaire de ce décapage pédologique, on a les restes d'une bataille à l'époque de la République helvétique, donc entre les suites de la Révolution française et l'expansion napoléonienne. Bataille donc en 1799 avec des sépultures dispersées, visiblement enterrées un peu à la sauvette dans des fossés, dans des bords de champs, des restes de chaussures, de boutons civils ou militaires, et puis des balles et des éléments d'armement qui sont dispersés un peu partout sur le terrain. Tout ce gisement, et principalement tous ces niveaux de sol qui sont fossilisés les uns après les autres, ils constituent évidemment un terrain très favorable aux analyses paléo-environnementales et puis justifie en fait de tester de nombreuses analyses variées pour caractériser au mieux ces paysages successifs, ces environnements successifs. Donc dans le cadre de ce chantier, on travaille également avec un bureau d'historiens qui va appréhender le côté archivistique, donc des valaisans. Différents spécialistes, comme c'est habituel en archéologie, vont travailler sur les différents types de mobilier. Et puis, pour les restes végétaux, on a donc des analyses prévues en malacologie, anthracologie, carpologie, etc., qui sont là réalisées en France à Besançon, et des analyses plutôt géochimiques, géologiques, qui sont là réalisées par l'Université de Lausanne. Tout ça permet de restituer, finalement, et tout ça permet de revenir vers ces problématiques environnementales qui sont finalement à la base du chantier, mais qui vont être également traitées par les problématiques scientifiques qu'on va pouvoir développer. Alors, quelques premiers résultats, notamment les analyses qui ont suivi la campagne d'il y a 2 ans. On a une étude archéozoologique qui nous montre, pour les phases tardo-médiévales modernes, un élevage centré surtout sur les bovins et sur les ovicaprinés, un élevage qui est surtout centré sur la production de viande et de fromage. Bon, finalement, on est dans les Alpes suisses, produit du fromage, voilà. Et peu de chevaux, peu de cochons en revanche. L'anthracologie et la carpologie vont amener des aspects très intéressants, notamment sur l'exploitation des forêts pour le nourrissage du bétail, avec des vestiges de bois de construction, mais également des restes de feuillage, de petites branches, de bourgeons même, de saules, de bouleaux, de tilleuls, d'arbres qui visiblement étaient récoltés au printemps pour nourrir les animaux en complément des fourrages. Un aspect très intéressant, et d'autant plus intéressant qu'on va retrouver également des espèces d'arbres qui poussent uniquement en haute altitude, comme le mélèze, ce qui évoque là pas seulement le site lui-même au fond de sa vallée, mais également l'exploitation des alpages tout autour, jusqu'à 1500-2000 mètres d'altitude. Même chose pour l'analyse carpologique, qui a permis de restituer, à partir des niveaux de foin carbonisés, de restituer différents types de prairies et des écosystèmes très variés qui étaient exploités autour de ce hameau, finalement des écosystèmes beaucoup plus variés que ce qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis de la vigne aussi. Nous aussi, on a un petit peu de vigne qui évoque plutôt le versant d'en face parce que, alors les fouilleurs le savent bien, on est sur le mauvais versant, toujours à l'ombre, donc a priori, les raisins poussaient plutôt de l'autre côté. Et finalement, ces résultats archéologiques, ils vont avoir aussi une contribution directe à la gestion de ces problématiques environnementales, à la fois passées et actuelles. Tout d'abord, cette accumulation de sédiments, elle montre la
forte vulnérabilité du secteur aux variations hydrographiques et climatiques dans ce pied de versant, donc avec un torrent un petit peu méchant qui coule à côté. Et on a en effet, dans certains secteurs, des coulées torrentielles qui font plus d'1 mètre d'épaisseur, avec des blocs énormes qui sont venus recouvrir les champs et les parcelles médiévales. Ce qu'on voit également sur les relevés lidar. Donc là, le géomorphologue qui travaille avec nous avait tenté cette restitution, qui semble se vérifier à travers les fouilles de cette année. Et finalement, d'une phase chronologique à l'autre, on voit qu'on passe de ruissellements assez fins, qui visiblement sont plutôt appréciés par l'homme, à des coulées torrentielles qui doivent être destructrices et qui nécessitent des aménagements de barrages, mais aussi à des phases ensuite d'irrigation. Ou alors peut-être on est passé sur un climat plus sec, ou au contraire dans une économie différente, où il faut cette fois-ci plus seulement stopper les écoulements, mais également irriguer des parcelles. Ces problématiques de lave torrentielle et d'irrigation, elles font écho directement à un certain nombre d'événements qui sont notés actuellement dans les Alpes, dans l'ensemble de l'arc alpin. Cet été, on a subi notamment des inondations à côté du site qui ont nécessité l'évacuation de certains collègues, mais on peut évoquer également la catastrophe de la Bérarde dans les Alpes françaises. Il y a eu des laves torrentielles énormes qui ont endommagé un hameau qui était bien connu des touristes et des alpinistes, et qui font finalement écho directement à ce qu'on retrouve sur le site, mais qui font aussi écho au changement climatique qui, a priori, justifie ces laves torrentielles beaucoup plus grosses qu'elles ne l'étaient par le passé. De même, toujours autour de ces problématiques environnementales, on voit qu'on a aujourd'hui ces vallées très encaissées. Elles vont avoir des terrains agricoles, des superficies végétalisées avec des surfaces limitées, des problématiques d'artificialisation des terres qui sont très fortes, alors d'autant qu'on est dans une partie montagneuse très belle où beaucoup de gens construisent des résidences secondaires ou autres, des équipements économiques en fond de vallée. Et finalement, le chantier lui-même, la construction de l'autoroute, elle s'adapte à cette problématique de préservation des terrains agricoles, de préservation des milieux naturels et à la nécessité de garder des espaces ouverts non artificialisés. Et finalement, cette problématique de conservation, d'amélioration des terrains agropastoraux, on la retrouve également dans les stratigraphies qu'on va documenter par la fouille, puisqu'on s'aperçoit que en fait, l'ensemble du site est structuré par des murs de terrasse, par des structures d'irrigation ou de déviation des eaux, qui visent justement à préserver ces sols, à les améliorer. Et les opérations actuelles de conservation des sols végétaux, finalement, ils sont la suite de multiples opérations depuis l'âge du fer qui visent à préserver ou à améliorer ces sols cultivables et cette végétation. Notamment, on voit que dans la partie centrale du site, c'est l'image du haut, on a un sol très pierreux qui est directement irrité des coulées torrentielles. Alors qu'en partie basse, on a ces stratigraphies très épaisses avec des sédiments fins qui sont beaucoup plus valorisables par l'agriculture, qui sont beaucoup plus favorables à la végétation, mais c'est en fait ces sols fins-là qui sont l'enjeu des opérations de restauration qui ont été prescrites par les experts en écologie et en pédologie, et qui sont préservés plutôt parce qu'il s'agit d'un patrimoine naturel ou économique. En réalité, ces sols fins, ils sont une création totalement artificielle, héritée de pratiques agricoles, principalement médiévales, mais également depuis l'âge du fer, et ils constituent également un patrimoine archéologique en eux-mêmes. Et puis, dernier aspect, dans cette jonction entre problématiques environnementales et problématiques archéologiques, malgré cette conception enterrée le plus possible, ce projet autoroutier, il impacte une partie des écosystèmes de cette vallée du Rhône et de ce parc naturel de Finges, et il fait donc l'objet de programmes de compensation, comme c'est l'usage actuellement dans beaucoup de pays européens, c'est-à-dire de mise en valeur d'autres espaces naturels, puisqu'on en détruit certains, donc on en restaure d'autres. Et donc ce projet autoroutier, il s'accorde alors d'autant plus qu'on est dans une partie de la vallée du Rhône où le Rhône n'est pas endigué, mais encore sauvage. Il y a donc une variété de zones humides, de bras morts, gravières, etc., qui ont beaucoup de valeur pour la faune et la flore. Le projet autoroutier s'accompagne donc de renaturation de diverses zones humides, marais ou bras morts. Et là encore, donc, c'est une problématique qui avait été évoquée ce matin. Ces revitalisations, renaturations, elles supposent des creusements, des remises en eau de certaines zones, et ces creusements, en fait, ils viennent perturber, alors, sinon des vestiges archéologiques, du moins des archives sédimentaires, qui sont pour l'instant nos meilleurs témoignages pour comprendre la mise en valeur de la montagne alpine depuis la protohistoire. C'est notamment le cas
pour le lac ou le petit étang du Pfaffenhoredsee, juste à côté du site archéologique de Pfingud, qui avait été étudié par les palynologues de l'université de Bâle en 2011, et qui livre une séquence avec des pollens. Et l'évolution de ces pollens fossilisés dans les niveaux lacustres va nous permettre de restituer l'évolution de la végétation depuis l'âge du bronze et de confirmer cette exploitation du paysage alpin depuis la protohistoire. Donc évidemment, s'il y a revitalisation, renaturation de marécages, ça suppose qu'en parallèle de ces fouilles, on va avoir un autre programme qui est actuellement en cours de conception, de diagnostic, de forage et d'études paléo-environnementales sur ces différentes zones palustres ou lacustres. Bon, nous, ça nous arrange, ça nous donne plein de données supplémentaires pour interpréter les différentes couches archéologiques. Et puis finalement, alors ces fouilles très détaillées en fond de vallée, elles appellent également une synthèse archéologique un peu plus large à l'échelle du Valais central. Donc j'avais mené également un travail de synthèse sur cette région en préalable à ces grands travaux archéologiques. Travail de synthèse qui peut se baser sur la carte archéologique complétée régulièrement par les services cantonaux, mais on s'aperçoit que ces inventaires archéologiques, comme partout, ils se basent surtout sur les travaux archéologiques déjà réalisés, donc dans les zones urbanisées, dans les fonds de vallée, dans les zones habitées. En revanche, si on regarde la deuxième carte, on voit qu'il y a un autre aspect de cette archéologie de montagne ou de zones forestières, à savoir des centaines de sites en moyenne et en haute altitude, qui peuvent être vus notamment ici grâce à l'examen des photographies aériennes ou des relevés lidar, mais également grâce à l'acharnement de bénévoles ou de randonneurs qui vont signaler régulièrement des sites. Donc un autre aspect de l'archéologie qui fait également écho à différentes choses qui ont été évoquées ce matin, on a un inventaire archéologique qui gagnerait à être complété avec d'autres aspects de télédétection, d'analyse des relevés lidar, mais aussi en faisant appel à des bénévoles, puisqu'on a là des zones immenses qui peuvent difficilement être parcourues, et puis immenses et difficiles d'accès, des 1000 mètres de dénivelé, ça se fait assez facilement dans ces zones-là, qui peuvent difficilement être parcourues dans leur entier par... je dis facilement, oui, voilà, c'est pas une façon de parler, qui peuvent difficilement être parcourus par des archéologues professionnels, alors qu'il y a de nombreux amateurs bénévoles qui vont signaler beaucoup de sites dans ces secteurs-là, où, alors là, on rejoint également la problématique de l'archéologie glaciaire, avec la fonte des glaciers qui libère de nombreux objets en matière organique. Et puis, dernier aspect, toute cette région, elle est également parsemée de zones humides à moyenne et haute altitude, qui sont, donc, comme dit précédemment, des archives paléo-environnementales de très haute valeur, qui sont protégés la plupart du temps en tant qu'écosystème rare, mais pas forcément comme patrimoine archéologique et comme archives sédimentaires. Donc certaines d'entre elles ont déjà été analysées, mais il y a beaucoup d'autres qui peuvent être menacées par des travaux de renaturation, d'adaptation des stations de ski ou autres. Ces espaces de haute altitude, pour faire écho aussi aux questions de transition écologique, ils sont aussi actuellement concernés par beaucoup de projets d'aménagement de panneaux solaires dans l'étage actuel des alpages. Et là encore, ça pose de nouvelles questions et finalement de nouveaux territoires qui resteraient à appréhender par l'archéologie. Donc pour conclure, voilà un bref aperçu de ces dernières fouilles autoroutières de Suisse. En tout cas, c'est comme ça que certains les ont appelées. En effet, ces grands chantiers autoroutiers, ça a été un élément moteur de l'archéologie suisse durant les dernières décennies, avec beaucoup de fouilles de grande superficie qui bénéficiaient de financements supérieurs aux financements habituels. Cette fois, c'est peut-être les dernières. C'est certain que les contextes deviennent moins favorables à ces grands projets. Ça a été souligné également pour la France. Donc, ça veut dire la recherche archéologique, l'archéologie préventive doivent également envisager d'autres directions. Et puis un chantier qui est pas lié finalement à la construction de l'autoroute, mais plutôt à la gestion des enjeux environnementaux dans une zone de réserve naturelle et des méthodes archéologiques qui ont été conçues, adaptées en fonction de ces enjeux environnementaux. Donc pour la restauration des sols, une dizaine d'années, une quinzaine d'années après la fouille archéologique. Alors je rajoute un point d'interrogation à cet aspect environnemental, puisqu'on a quand même décapé des dizaines d'hectares avec une pelle mécanique de 30 tonnes. Je ne suis pas sûr que l'empreinte carbone soit excellente non plus, mais c'est dans un but, du moins louable au départ, de restauration des milieux après la construction de cette route. Et puis enfin, d'un point de vue scientifique, on a ces problématiques actuelles de préservation des terrains exploités ou des milieux naturels qui rejoignent finalement des observations archéologiques qui concernent la longue durée, avec une archéologie de la gestion des risques, de cette adaptation à des précipitations plus fortes, à des coulées torrentielles plus fréquentes et plus violentes selon les variations climatiques, mais également une gestion des milieux naturels, des sols, finalement depuis la protohistoire, une relation homme-milieu finalement qu'on va retrouver dans la longue durée. Et pour terminer, des milieux restaurés ou à restaurer,
qui constituent un patrimoine naturel, on est dans cette réserve naturelle, qui constituent un patrimoine économique également pour l'exploitant agricole, mais qui constituent également un patrimoine archéologique, puisqu'ils sont l'héritage de pratiques sociales, pratiques agricoles des derniers siècles. Merci pour votre attention.